Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Honneur et marque d'attention particulière en Arabie Saoudite, signe de l'excellence des relations. Le président de la République en visite officielle, Alassane Ouattara, a eu un tête-à-tête avec Sa Majesté le roi Salman. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays. Et là-bas, en Arabie Saoudite, ils sont des milliers d'Ivoiriens qui y vivent. Parmi eux, certains gagnent bien leur vie, mais ils envisagent aussi leur retour au pays. Ils entendent ainsi contribuer à son développement. À suivre dans ce journal leurs conditions de vie en cette terre du Hadj. Et puis la rentrée scolaire, c'est demain lundi 9 septembre. Les élèves, enseignants et parents pourront se déplacer à moindre coût. C'est le cas à Yopougon, à la gare Lavage. Désormais, c'est la Sotra qui assure le transport. Des coûts préférentiels pratiqués pour toutes les destinations. Il est en visite officielle en Arabie Saoudite, une invitation du roi Salman. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec Sa Majesté le roi au palais royal. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Viviane Aïmé. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilités, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs deux délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hadj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al-Jadaan. L'Arabie Saoudite est une terre de pèlerinage, mais pas que. Le royaume accueille des immigrés, parmi eux des milliers d'Ivoiriens. Ils y gagnent bien d'ailleurs leur vie, mais certains envisagent déjà leur retour au pays. Ils se préparent à ce retour pour ainsi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En attendant, regardons leurs conditions de vie dans ce reportage d'Abdoulaye Koné.
Dans la canicule d'Asfan, une localité située à 30 km au nord de Djeddah et de la Mecque, Alassane et Omar, spécialistes en mécanique générale et froid automobile, n'ont pas eu de mal à se faire une place au soleil. Il fait très chaud en Arabie Saoudite, donc la climatisation marche beaucoup. On ne peut pas rouler dans une voiture sans la climatisation, parce que ce n'est pas un luxe ici. On peut dire que c'est une exigence. Nous qui faisons ce métier, nous gagnons bien notre vie. Je suis arrivé ici avec un visa de travail. Si tu connais ton travail, il n'y a pas de problème. Les Arabes, ils n'ont pas de problème avec les gens ici. Mais si tu ne connais pas ton travail, c'est ça le problème. Maintenant, on est en train de se préparer pour rentrer au pays. Ce n'est pas le cas de Moussa, qui lui compte bien rester pendant quelques temps encore au sein de sa joaillerie à Djeddah. On dit, bon, il faut prévenir pour les enfants, surtout, on a notre famille ici. On a appelé un jour à rentrer. Donc il faut faire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui nous appellent, bon, on veut telle chose, telle chose, telle chose. Bon voilà, on rentre en contact comme intermédiaire pour pouvoir réaliser cela. Donc tout cela, ça nous donne profit. Ça, c'est des activités parallèles qu'on fait en dehors de notre activité. Pour contrer le chômage des jeunes, le Royaume a décidé de mettre les Saoudiennes au travail, une discrimination positive dont profite bien cette jeune Yéménite. Je travaille dans un hôtel et je suis responsable de l'accueil. J'adore mon travail et travailler me permet de m'épanouir. C'est une très bonne chose que le Royaume permette aux femmes de travailler. Et les hommes nous respectent davantage et nos droits sont respectés. À Djeddah, ville de transit finale des pèlerins en provenance de la Mecque, se trouve le consulat général de Côte d'Ivoire. Ici, un homme travaille d'arrache-pied pour le bien-être de ses compatriotes. Dès notre prise de fonction, nous avons eu à effectuer une tournée auprès de nos compatriotes. Et nous avons échangé avec eux. Ils ont exprimé l'ardent désir de s'inscrire résolument dans la vision du chef de l'État, à savoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Sur ce, ils ont émis des vœux et nous leur avons promis d'inscrire toutes ces doléances dans un dossier que nous transmettrons aux autorités compétentes à Abidjan. Nous envisageons assurer un encadrement de proximité de nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite afin de leur faciliter une intégration, une insertion dans le tissu social mis en œuvre par le gouvernement. Nous envisageons également que les partenaires économiques saoudiens s'intéressent davantage à la Côte d'Ivoire, notamment la Chambre économique de Djeddah, le commercial de Djeddah. Nous allons essayer de les intéresser à faire des projets en direction de la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite compte à ce jour environ 2500 Ivoiriens, des Ivoiriens qui entendent contribuer au rayonnement de leur pays avec la baraka de la Kaaba. Et ce rayonnement de la Côte d'Ivoire, c'est avec une jeunesse ivoirienne au travail. L'État leur offre justement des opportunités d'insertion professionnelle, des guichets emploi ouverts dans toutes les communes du pays. Cette initiative d'agir pour les jeunes, évoquée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, était l'invité de Hamza Diaby dans le cadre du magazine du dimanche. Quelques explications dans cet extrait. Les guichets emploi, c'est une réponse apportée justement à la question donc, de la proximité de nos services avec les jeunes. Agir pour les jeunes, il faut être d'abord porteur d'une initiative, d'un projet. Il faut s'inscrire, comme je l'ai dit, au sein des COPEC, au sein donc, des guichets emploi, au sein donc, de l'agence régionale et au sein des plateformes de services. Il faut avoir entre 18 et 40 ans. Et à partir de là, notre partenaire technique, la COPEC, va donc réceptionner l'ensemble des dossiers, va regarder les idées les plus pertinentes parce que nous finançons dans tous les secteurs d'activité, y compris essentiellement dans le domaine de l'agriculture. Et ces jeunes qui seront profilés auront une formation. Après donc la formation, ces jeunes seront financés. Pour agir pour les jeunes, vous avez 2 paliers de financement. Vous avez donc tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui partent de 100 000 à 1 million de francs CFA. C'est ce que nous lançons donc le 16, donc 19 500 jeunes. Nous aurons un deuxième palier de financement qui va s'adresser à tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui part de 1 million à 5 millions. Nous mettons en place des comités locaux d'analyse des dossiers des jeunes. Et dans cette stratégie, les collectivités territoriales, notamment le conseil régional, jouent un rôle important. Et ceux-là vont se réunir de façon trimestrielle pour analyser à l'échelle d'une région tous les projets des jeunes dont le financement
aussi entre 1 million et 5 millions. Tout est gratuit. Et tout est aussi gratuit comme l'école obligatoire jusqu'à 16 ans en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est demain, la rentrée scolaire 2019-2020. Les élèves enseignants reprennent le chemin de l'école. Leur déplacement sera aussi facile avec la Sotra. C'est elle qui occupe désormais le site lavage dans la commune de Yopougon. De nouvelles lignes créées pour desservir toutes les destinations. Tout cela à des coûts réduits. Hermance Zirion, Godefroy Okambawa. Gare lavage de Yopougon, Saint-André. Il est 8 heures. Des passagers bien embêtés. Ici, on était habitué aux taxis banalisés intercommunaux reliant cette gare aux différentes communes du district d'Abidjan. D'habitude, je prends le véhicule au lavage là. Aujourd'hui, je suis arrivé, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc, je suis actuellement à l'arrêt pour prendre le bus pour aller jusqu'à Bobo, à Kekwa. Depuis lundi, on souffre. Pour partir en ville, pour partir aux deux plateaux comme Koumansi, c'est tellement difficile. La société des transports abidjanais, la Sotra, décide de remédier à cette situation inconfortable pour ses usagers en créant de nouvelles lignes de transport et permettre aux populations de se déplacer à moindre coût. Nous sommes au service de la population. L'État, dans son rôle social, permet à la Sotra de transporter, je dirais, les plus démunis, permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc, ces lignes sont mises à la disposition de la population. Avec le renforcement de nos capacités, nous allons monter en puissance pour affecter, je dirais, un peu plus de véhicules à ces différentes dessertes. L'initiative est bienvenue. Nous éviter de nous battre en allant chercher les Woro. Et puis éviter aussi les histoires de monnaie. Parce qu'ici, c'est 500. Mais au coin de Woro, on nous fait à 600. Si tu n'as pas 100 francs, on ne peut pas te prendre. Donc tu ne peux pas arriver à destination. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, quant à lui, rassure les populations et promet d'éradiquer le phénomène des auxiliaires de transport appelés Nyambro dans sa commune. Et voici une commune qui se veut coquette, Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est l'initiative du maire qui vise à rendre la ville propre, une opération de nettoyage pour un cadre de vie sain. La population épouse l'idée et se met à la tâche. Les habitants étaient nombreux à prendre les balais avec le maire Marietou Kone à Mississoko. Boundiali, ville coquette, je m'engage. Cette ambition affichée par le premier magistrat de la commune de Boundiali se matérialise ce samedi 7 septembre par l'opération Grand Ménage. Balai en main, cette action de Marietou Kone, maire de Boundiali par ailleurs, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vise à amener ses administrés à tourner définitivement le dos à l'insalubrité. Pour se doter donc d'un cadre de vie sain, afin de se protéger des problèmes de santé publique, c'est toute la commune qui arpente les rues pour dénicher le moindre déchet. Ça, c'est une opportunité que la population doit saisir pour désormais rendre la ville de Boundiali coquette, très propre et qu'on soit vraiment en bonne santé. Et après, il faut prendre le relais. Il faut sensibiliser, il faut montrer aux populations que le cadre sain, c'est celui qui est bon pour la santé. Un cadre sale donne des maladies. Le top départ de la 31e édition de l'opération Grand Ménage à Boundiali a été donné par sa mère, Marietou Kone, et le préfet de la région de la Bagoué, représentant la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloton. Nous voulons une ville propre. Nous souhaitons que chaque Boundialika, chaque citoyen de la commune de Boundiali fasse le geste de propriété vis-à-vis de sa ville. Chacun doit faire son travail de propriété afin que Boundiali mérite son titre de Boundiali ville coquette. Le message, c'est d'inviter nous à prendre conscience de l'assainissement de leur environnement, de la question de salubrité, qui est une question qui concerne chaque citoyen. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du député seul, ni du sénateur, ni du président du conseil, mais de chaque citoyen. Pour un Boundiali plus rayonnant, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'installer 2 comités de lutte contre l'insalubrité communale et régionale, du matériel de nettoyage de plus de 15 millions de francs CFA à la mairie de Boundiali, en vue de rééditer cette expérience le premier samedi de chaque mois, conformément à la tradition de l'opération Grand Ménage.
Dans l'actualité politique, place à cette rencontre de haut niveau, le PCC, le Parti communiste chinois, renforce sa coopération avec le RHDP. Une délégation de ce parti a séjourné dans le pays. Les deux partis ont signé un mémorandum, ce partenariat qui vise le partage d'expériences en matière de gouvernance et de formation politique. Construire une communauté de destin. Voilà ce qui pourrait symboliser les visions du PCC, le Parti communiste chinois, et le Rassemblement des soufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est d'ailleurs pour marquer ce départ qu'une délégation de haut niveau du PCC est en Côte d'Ivoire, conduite par Kung Kishan, président de l'Institut du Comité central du Parti communiste chinois, sur l'histoire et les archives du parti. Avec d'autres responsables du PCC, ils ont eu une séance de travail avec le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, accompagné de ses collaborateurs. Le premier axe de cette collaboration consiste à l'accompagnement du RHDP, à la consolidation de son organisation, à la formation de ses cadres, à la promotion des échanges au niveau des jeunes, des femmes, de la communication, notamment la presse, dans la mesure des possibilités du Parti communiste chinois. Le deuxième axe a porté sur des échanges sur les expériences de gouvernance d'État pour renforcer les capacités de l'exercice du pouvoir d'État. Le chef de délégation du Parti communiste chinois a à cet effet affirmer la disponibilité de son parti à encourager l'investissement des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. Pour la réalisation de ces deux axes, les deux partis ont convenu de l'organisation de différentes missions, aussi bien en Chine qu'en Côte d'Ivoire. Cette visite du Parti communiste chinois vise à présenter la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Le PCC a tenu son premier congrès en 1921, une longue expérience, une école de formation politique, un engagement matérialisé ici par ces échanges de présents avec cette étoffe symbolisant la route de la Shoah. De son côté, le directeur exécutif du RHDP a remis un document qui présente entre autres le parti et sa cartographie. Et cette cartographie, c'est le RHDP dans toutes les contrées du pays. Le ministre Amédée Kouakou était devant les chefs traditionnels de la région de l'Ifou. Il a prôné les valeurs de paix et de rassemblement du parti. Il appelle à vulgariser le message de cohésion sociale. Michel Digré. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, par ailleurs président de l'association des cadres du centre du RHDP, devant 220 chefs traditionnels sur les 317 que compte la région de l'Ifou. Amédée Kofi Kouakou est allé expliquer les idéaux de son parti et apporter des éléments de réponse à certaines préoccupations des populations. Comment le RHDP a été créé, comment le RHDP compte fonctionner, comment le RHDP peut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. On pense bien que c'est l'objectif souhaité par nous tous. Et en tant que représentant de jeunesse, je pense que le ministre a bien fait, il a bien expliqué. Emmener les garants de la tradition de la région de l'Ifou à vulgariser le message du vivre ensemble aux populations, c'est l'objectif visé par Amédée Kofi Kouakou et son collègue Lata Nguessan Kofi. C'est un message de paix, d'entente du président de la République et du Premier ministre. C'est ce message-là que nous avons porté donc à nos parents. Il faudrait que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse attirer les investisseurs. Et un investisseur ne vient pas dans un pays où il y a du bruit. En tournée depuis 7 mois dans plusieurs régions du pays, le président de l'association des cadres du centre du RHDP fait le point des différentes étapes. Le peuple baoulé est attaché à la paix. Le peuple baoulé est attaché à la cohésion. Le peuple baoulé a besoin de développement. Et je pense que ce message que nous avons porté donc, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, ce peuple l'a compris. Plusieurs militants du RHDP se sont engagés à faire la promotion de leur parti dans la région de l'Ifou et permettre aux populations d'y adhérer. À Dimbokro, le même message de rassemblement et de paix prôné par un groupe de cadres du RHDP. Ils sont en tournée dans la localité. Une caravane de mobilisation qui démarre à Abidji. On fait le point avec Kader Sogodougou. Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes du département de Dimbokro pour des élections apaisées en 2020. C'est l'objectif que s'est assigné un groupe de cadres du Rassemblement des soufouettistes pour la démocratie et la paix
RHDP de cette région en initiant une caravane de la paix qui a été lancée dans la sous-préfecture d'Abiki en présence de nombreux cadres et des populations issus de 15 villages de cette circonscription administrative. Dans son allocution, Kwasi Kwame a invité les 15 villages de la sous-préfecture d'Abiki à la paix. C'est un train qu'on a mis dans la gare. Nous voulons que beaucoup montent dans ce train, que nous allons à la paix pour aboutir au développement, non seulement de nos petites localités, mais de tout le pays entier. Le coordonnateur associé du RHDP de la région d'Unzi, Eugène Kofi, parrain de la manifestation, a souligné la nécessité d'informer suffisamment les populations rurales afin de leur éviter la manipulation. L'invité spécial à cette cérémonie, le député Yao Séraphin, a estimé que le seul combat qui vaille la peine d'être mené est celui du développement et de la renaissance de Dimbokro. Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme de paix et le président de la République, Alassane Ouattara, est un homme de paix et nous devons travailler dans ce sens-là pour que les élections qui vont se passer en 2020 soient apaisées pour continuer l'œuvre immense qui a été déjà entamée par son excellence le président de la République. Dimbokro, il faut le rappeler, s'apprête à rendre un hommage au nom de toute la région d'Unzi au président de la République, Alassane Ouattara. À Yamoussoukro, on parle de santé, une collecte de sang organisée par des députés, une action citoyenne qui vise à lutter contre le manque de ce produit vital. C'était hier samedi. L'objectif est de soulager des familles en détresse. Jean-Marc Diadji. Hommes et femmes de Yamoussoukro, âgés de 18 à 60 ans, se sont donné rendez-vous à la permanence pour donner leur sang. Objectif de ce geste, soulager des familles en détresse. Une initiative des deux députés de la commune, Kwasi Kwame et Baba Sila. Une collecte de sang organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS et l'Association des donneurs de sang. Il faut dire qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner son sang pour sauver des vies. Et aujourd'hui, nos députés nous rejoignent dans notre élan de pouvoir faire du don de sang un mode de vie des Ivoiriens. La contribution des députés a consisté à mobiliser les populations de Yamoussoukro pour la tenue de cette action. Nous avons d'abord constaté qu'il y a un besoin. Et nous avons pu voir les structures sanitaires d'ici. On dit que vraiment il y a un manque criard de sang. Et chaque fois, nous sommes sollicités par les parents. Au niveau national, nous avons une pénurie de sang dans les hôpitaux. Et nous avons pensé qu'il était bon d'organiser donc une collecte de sang au niveau de la commune de Yamoussoukro pour pallier donc à ce déficit-là. Collation et bilan de santé au menu de cette collecte de sang. Cette opération citoyenne, initiée par les deux députés de la commune qui entend s'inscrire dans la durée et à sa première édition. Je vous emmène à présent à Sao Tomé et Principe. Environ 1000 personnes réunies pour parler de paix. C'est un sommet qui invite à être des ambassadeurs de la stabilité et du développement. Abou Sanogo est notre envoyé spécial. Un palais des congrès de l'Assemblée nationale du Sao Tomé et Principe archi-comble. L'humeur était à la fête. Nous sommes au festival de bénédiction des familles pour la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale pour valoriser la famille comme principale école de l'amour et de la paix. Ce sont au total 500 couples qui étaient à l'honneur et ils ont été célébrés en présence du président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho, et la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Akja Anmoun. En recevant la bénédiction de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, ces couples ont été invités à célébrer des valeurs fondamentales, notamment l'unité, la pureté, la fidélité et le pardon. Ceux qui reçoivent la bénédiction doivent le conserver. C'est pour cela que, avant de prendre la bénédiction, il faut qu'il y ait une certaine éducation du caractère. On doit avoir un cœur pour accepter ce mariage et de consolider ce mariage jusqu'à la fin. Le mariage est très important. C'est institué par Dieu. La famille a un rôle important, du moins à jouer, dans la transmission de certain nombre de valeurs. Comment éduquer nos enfants, être honnête, être propre,
est également de toute façon des jeunes qui ont le goût de l'excellence, le goût de dépassement de soi. C'est le symbolisme que ça représente. Parce que qui dit mariage dit famille. Et qui dit famille dit aussi l'enfant et son évolution. Et la famille elle-même est, disons, la base de la société. À l'issue de la bénédiction des familles, Agja Anmoun a distingué le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Il a reçu le prix de la bonne gouvernance. Le tout dans une belle ambiance. Et voici à présent ce qui pourrait constituer une tradition dans le journal les dimanches. Le point de l'information de la semaine, c'est ce qui a dominé l'actualité dans le monde. On y va en commençant par le Burkina Faso, le 7/7, Francis Boifou. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, ont été condamnés lundi 2 septembre, respectivement, à des peines de 20 et 10 ans par le tribunal militaire de Ouagadougou. Gilbert Diendéré a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et de meurtre. Djibril Bassolé, lui, a été reconnu coupable de trahison. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné mardi 3 septembre, les violences xénophobes qui ont secoué son pays, où la police a tiré des balles en caoutchouc pour prévenir de nouveaux pillages de commerce tenus par des étrangers. Dans la nuit du lundi à mardi, de nouveaux incidents ont éclaté dans le township d'Alexandra, un des quartiers pauvres de Johannesburg, où habitent de nombreux étrangers. Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, tente de reprendre la main dans la crise politique qu'elle a déclenchée. Elle a annoncé le retrait définitif de son projet de loi d'extradition judiciaire vers la Chine, mercredi 4 septembre, offrant une première concession aux manifestants pro-démocratie. Mais elle reste inflexible face aux autres revendications des manifestants. En 48 heures, le Premier ministre britannique Boris Johnson a connu une triple défaite au Parlement. Jeudi 5 septembre, son texte pour des élections générales anticipées a été rejeté et quelques heures plus tard, la proposition de loi demandant un report du Brexit pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord, à laquelle il est farouchement opposé, a été approuvée par la Chambre des communes. Le sommet d'urgence sur l'Amazonie s'est tenu vendredi 6 septembre à Leticia, au sud de la Colombie. Le président colombien Ivan Duque a annoncé l'adoption d'un pacte régional pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde. Un texte qui sera par la suite présenté à l'Assemblée générale des Nations unies. L'échange de prisonniers impliquant 70 détenus était en cours samedi 7 septembre entre la Russie et l'Ukraine. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov ainsi que de nombreux militaires font partie du convoi. Les deux nations sont à couteau tiré depuis le déclenchement d'un conflit à l'est de l'Ukraine en 2014. L'Ukraine a affirmé que 35 prisonniers de chaque pays seraient échangés. Le pape François s'en est pris à la culture du privilège dimanche 8 septembre, lors d'une grande messe organisée à Antananarivo, à Madagascar, pays très catholique de l'océan Indien. Il s'est adressé aux nantis du pays, dont les 9/10 des 25 millions d'habitants survivent avec moins de $2 par jour. L'événement a rassemblé 1 million de fidèles. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Caudian. Bonsoir.